sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be feeling. Comment ça va? J'ai des têtes connues dans le public. Il y a Momo, donc moi, quand il y a Momo dans le public, je suis contente. Elle me fait des petits bisous comme ça. Ah là là, mais oui, moi je suis contente, j'adore. Moi, j'ai l'habitude quand même, ça fait quand même une saison qu'on fait cette émission. On a quand même des gens du public qui reviennent et tout, ça fait plaisir. Et on est très heureux de vous retrouver, vous, pour cette pause bien-être chaque matin sur France 2 avec Sarah, Stan et Abigail Deby, notre médecin tout-terrain. Alors, vous connaissez tous ce dicton, quand on veut, on peut. Nous, on l'a entendu à notre génération. Moi, quand je faisais pas les devoirs, je disais, mais j'ai eu que 8 en maths, ce qui était une très bonne note pour moi. Oh, quand on veut, on peut, Agathe. Mais non. Alors, c'est devenu le grand mantra de notre époque, comme si, avec suffisamment de volonté, en fait, on pouvait être mince, être heureux, être riche, être productif, être serein, faire du pilate à 5h du matin. Alors, le nouveau truc, c'est, vous savez, les trucs où on saute, là. Faut faire quelle horreur. dans tous les sens. Alors, heureusement, il y a de plus en plus d'articles qui alertent sur les dangers de cette phrase. Et selon les chercheurs, nos réussites ne dépendent pas seulement de nous. Ça fait du bien de dire ça. Entre la volonté et la réalité, il y a aussi quand même notre environnement. C'est-à-dire, il y a la charge mentale, il y a la santé, l'argent ou le hasard. Et le problème, c'est qu'à force de nous faire croire que tout dépend de nous, on finit par se sentir comme des merdes. Voilà. Alors, celle qui nous a donné envie de faire cette émission, c'est elle, regardez. Oui, c'est cette personne. Elle s'appelle Sama Karaki. Elle est neuroscientifique. Elle est autrice du livre « Le talent est une fiction ». Et elle sera avec nous dans un instant pour nous expliquer pourquoi, quand on veut, on peut. C'est le plus gros mensonge épuisant de notre époque. Alors Sarah, j'ai l'impression que vous avez votre avis sur cette thématique. D'abord, vous avez un avis sur tout. Ça, je vais vous avez tout vu, tout lu 2 fois. Vous, hein. Tout entendu. En fait, moi, le fameux « quand on veut, on peut », je trouve que c'est l'injonction la plus anti-bien-être que je connaisse. Allez dire à une insomniaque comme vous, qui fixe son plafond à 3h du mat depuis 2 semaines et qui n'arrive pas à dormir, quand on veut, on peut dormir, Agathe. Hein. Bah oui. C'est facile, hein. Faut se vider la tête, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Allez dire à une femme qui bosse toute la journée, qui gère ses enfants, les lessives, qui doit se lever aussi à 5h du matin pour faire son sport avant de commencer de la journée. Quand on veut, on peut. C'est pas possible, on est bien d'accord. Et qui on embête avec ça, Agathe? Qui? Les femmes, mon chou. Les femmes, voilà, parce qu'on doit tout réussir. Il suffit de se balader sur les réseaux sociaux 5 minutes pour comprendre. On doit être des mères parfaites, des working girls, des femmes sexy et douces avec nos mecs et garder la ligne de nos 20 ans. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo tellement vraie d'une influenceuse qui nous fait la liste de toutes nos injonctions. Vous allez voir. Je pense que j'ai compris. Faut juste dormir 8 heures, s'entraîner 5 fois semaine, manger sainement, boire 2 litres d'eau par jour minimum, compter ses protéines, ses calories, ses glucides, ses macros, faire du yoga pour la souplesse, prendre des vitamines, prendre des suppléments, faut pas oublier le cardio, éviter le sucre, manger des légumes à tous les repas, prendre du collagène pour la peau, se masser avec une brosse anticellulite, un jeûne intermittent, réduire la consommation de café, faut pas oublier les douches froides, faut pas oublier de méditer, éviter l'alcool, éviter les ingrédients transformés, manger lentement, faut pas oublier de faire ses 1000 pas par jour, ah oui, boire du thé, faire de la madéro, drainage, faire des cures de jus vert, éviter le gluten, le lactose, le sucre, tout ça avec une job à temps plein, une maison à entretenir, des enfants à élever et en entretenant bien son couple. Voilà le secret, c'est vraiment facile. Ouais, mais Sarah, vous les buvez, vous les jouez, hein? Ça, j'adore les jeux verts. Non, mais on est fatigué. Abigail, on est d'accord? La volonté seule, elle suffit pas pour faire tout ce qu'on nous demande. C'est vrai que nous, les femmes, on est habitués à faire passer nos besoins après ceux des autres, ceux de nos enfants, les personnes qu'on aide, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que la volonté, c'est pas une ressource infinie. Et en matière de médecine et de bien-être, elle va se heurter à 2 choses. La charge mentale, dont vous avez parlé. Parce qu'en fait, si on est déjà en surcharge cognitive, parce que, en fait, nous, les femmes, par exemple, on est quand même assez habitués à faire passer nos besoins avant ceux des autres. Si on est aidant, si on est parent, etc., ça va être très compliqué et on peut être très vite en surcharge cognitive. Et si on ajoute à ça des velléités de contrôle, de discipline, de son poids, de son alimentation, de son activité physique, si on se fixe des défis trop compliqués, ben forcément, on se heurte à un mur. Et il y a un autre concept très important qu'on utilise de plus en plus en médecine pour expliquer la santé des gens, c'est que, en fait, ça ne dépend pas seulement de nous en tant qu'individus, mais il y a ce qu'on appelle les déterminants de santé. En fait, on ne peut pas contrôler sa santé en dehors d'un environnement. Et les facteurs qui comptent le plus, eh bien, c'est les facteurs économiques. Les femmes précaires ont une espérance de vie de 8 ans inférieure à celle des femmes plus riches. Pour les hommes, c'est
13 ans. Et après, ça dépend de tout le contexte, en fait. Est-ce que la société nous aide? Est-ce qu'on est dans un environnement qui est propice à notre épanouissement? Donc tout ça, c'est très, très important. Alors, à force d'entendre quand on veut, on peut, il y a 7 Français sur 10 qui ressentent une pression à réussir leur vie. Et pour nous en libérer, on accueille notre invité tout de suite. Bonjour Sama Karaki. Bonjour. C'est donc vous qui nous avez donné envie de parler de ce thème si important. Alors vous êtes chercheuse en neurosciences, vous êtes l'autrice du livre que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle, je le rappelle, Le talent est une fiction. C'est chez Jean-Claude Lattès. Comment est-ce que vous expliquez qu'on a beau savoir qu'on ne peut pas tout réussir, notre cerveau adore croire au mythe du quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'en fait, on s'auto-pressurise aussi beaucoup. Alors, ce n'est pas notre cerveau, c'est les histoires qu'on a racontées à nos, C'est culturel, à nos alors. cerveaux, c'est culturel. On a une tendance à exagérer les dispositions internes, les causes internes pour expliquer nos parcours. D'ailleurs, que ce soit les réussites ou les échecs, ça veut dire les traits de caractère, le talent, les efforts, et de diminuer l'influence des contextes extérieurs à soi, ce qu'on appelle le biais fondamental d'attribution. C'est cette tendance-là, et qui fait que nous allons tomber un peu dans une simplification du réel, de nos parcours. Même si je vous demande maintenant pourquoi vous êtes là, vous allez retrouver dans votre propre vie des éléments liés à vous, à ce que j'ai voulu être ça, j'ai aimé être ça. Donc, c'est un peu des illusions biographiques et on invisibilise toutes les influences, tous les réseaux, tout le soutien, l'amour, le désamour, les conditions socio-économiques et beaucoup de hasard, bien sûr. Et en fait, on a du coup donné du sens, des fois là où il n'y en a pas. Alors, il y a un autre biais cognitif qui alimente la fausse croyance du quand on veut, on peut. C'est le mythe du génie solitaire, du self-made man, c'est-à-dire celui qui a tout réussi. D'ailleurs, il est partout sur les réseaux. C'est vrai qu'on le brandit comme un modèle. Ça m'a combien de Steve Jobs pour combien d'échecs? Parce que quand même, c'est hyper culpabilisant, ça aussi. Oui, et en plus, c'est une histoire qui n'est jamais vraie. C'est-à-dire, même si on revient sur l'histoire des sciences ou des arts, quand on dit qu'un chercheur a découvert telle découverte scientifique, c'était dans sa baignoire, il a crié « Eureka ». Enfin, toutes ces histoires sont fausses parce qu'ils étaient entourés de collectifs, des décennies de recherche avant eux. Mais donc, en fait, toute découverte, elle est collective et surtout située historiquement et culturellement. C'est ça. En fait, ce sont des gens qui sont inscrits dans une vague, mais qui n'a pas été impulsée par Steve eux. Jobs, Oui, ces entrepreneurs qui se situent dans un moment économique soutenu par tel ou tel gouvernement et par telle ou telle découverte scientifique qui les ont précédés. Mais c'est des histoires qu'on aime bien parce que ça nous raconte quelque chose de fascinant, un peu C'est comme le loto, quoi. Oui, voilà, des histoires un peu de demi-dieux qui ont des capacités que nous n'avons pas, ce qui peut expliquer pourquoi on n'a pas ce qu'ils ont. Donc c'est un peu rassurant. Après, il y a aussi une autre illusion qui est celle d'un monde juste, dans laquelle on croit que nous avons ce que nous méritons. D'ailleurs, de croire que nous avons réussi parce qu'on l'a mérité, c'est, je trouve, moins grave que de croire qu'on a mal joué le jeu de la vie, pourquoi on a échoué. Je trouve que c'est surtout cette manque de compassion pour soi, mais aussi celle pour les autres, parce qu'on va finir par juger les personnes défavorisées en les considérant comme responsables de leur échec. Alors que, quand même, c'est plus facile de faire ce quand on veut, on peut, quand on est riche, il faut quand même le dire. Bah oui, bien sûr, c'est-à-dire c'est un peu comme si je vous demande de faire une course et pour certains, il y a une route dégagée et pour d'autres, il y a un sac plein de pierres. Donc bien sûr que les deux font des efforts. C'est pour ça aussi que ceux qui arrivent avec de l'argent, ils disent « j'ai quand même fait de l'effort ». Mais oui, mais on ne peut pas comparer la vitesse des deux groupes. Donc il faut bien sûr accepter que le réel est beaucoup plus complexe. Même pour ceux qui réussissent, accepter de sortir de cette mythologie de soi pour se dire « je me suis fait par moi-même ». Et pour les personnes qui ne réussissent pas, d'ailleurs aussi, il faut définir la réussite, parce que c'est toujours selon des critères situés culturellement, de se dire que j'existe, donc j'ai une part d'existence dans mon parcours, mais je suis aussi poussée par des forces qui ne dépendent pas de moi. Alors, pour réussir au travail, c'est mieux d'avoir de l'argent, hein, ça on vient de le dire. C'est encore mieux d'être un homme. Pour s'en rendre compte, on va voyager dans le temps avec Stan qui nous raconte ce qui se passait avant nous. Nouvelle rubrique qu'on adore. Oui. Salut Marty, tu vas bien? Le souci avec le quand on veut réussir au travail, c'est qu'on oublie un petit détail historique. Pendant très longtemps, on n'a pas appris aux filles à performer, non. On leur a surtout appris à bien repasser, viser plus tôt.
En 1942, un décret rend obligatoire l'enseignement ménager pour les jeunes femmes. Objectif officiel, leur inculquer l'amour de l'ordre et l'esprit de sacrifice. Ou comment disparaître derrière un rôti. Oui, au siècle dernier, pendant que les garçons, ils font quoi eux? Ils apprennent les sciences, et les filles, elles suivent des cours de cuisine, d'hygiène, de couture, de maternité. En gros, le bac super femme au foyer, option fait du logis, était enseigné sur les bancs de l'école publique jusqu'en 1980. Avant la généralisation de la mixité à l'école. Bah oui, à ce moment-là, on n'allait pas imposer aux garçons de repasser leur chemise quand même. Bon, non, ça va pas. Bref, témoin de cette époque où le bureau des femmes s'appelait la cuisine, ces publicités que vous allez voir pour Moulinex, vous vous rappelez de Moulinex qui libère la femme? Trop contente. Pour seulement 88 anciens francs, madame avait le droit à un robot cuiseur et monsieur de bons petits plats quand il rentrait du boulot, mettre les pieds sous la table. C'était ça, le bonheur des dames. En ce temps pas si lointain, en fait, l'épanouissement féminin se pense à domicile et ainsi on a tenu les femmes à distance du monde du travail, sans doute pour éviter qu'elles prennent trop rapidement leur indépendance. Et pour bien comprendre d'où l'on vient, je vous propose de ressortir du placard à archives ce reportage de 1956, tourné depuis le Salon des Arts Ménagers, qui organisait chaque année, attendez, c'est vrai, le concours de la fée du logis. Oui, un peu comme Miss France, mais en version serpillière. C'est dingue. Comme chaque année, le Salon des Arts Ménagers a choisi sa magicienne, la fée du logis 1956. Dans les sous-sols du Grand Palais, elles étaient 120 en compétition pour les demi-finales. Une fée du logis ne peut être bien sûr qu'habile cordon bleu. Pour en juger, on leur fit faire des rissoles, des pommes meringuées. Après la cuisine, le raccommodage. L'aspirante fée est interrogée par une technicienne des sciences ménagères. La fée du logis sera naturellement la plus compétente des mamans. La puériculture est à l'honneur et les résultats fort encourageants. Quand l'enseignement ménager progresse, la mortalité infantile diminue. La fée du logis gagnera non seulement son joli titre, mais aussi les instruments de sa puissance, 2 cuisinières, à gaz, à l'électricité, une machine à laver, une machine à coudre et bien d'autres cadeaux. Oh, la vénarde. Non, ouais, surtout la machine à coudre, mon rêve. Oh, incroyable. Fantastique. Morale de l'histoire. Aujourd'hui, quand on dit aux femmes « crois en toi pour réussir au travail », on oublie que pendant des générations, on leur a surtout appris à croire en leur coup de balai. Et même si les choses ont un peu changé, le monde de l'entreprise, ça reste un boys club. Sama Karaki, vous êtes d'accord, le « quand on veut performer, on peut », ça met une pression injuste sur les femmes dans le fabuleux monde de l'entreprise. Oui, et surtout quand il s'agit de réduire cet écart, d'ailleurs, qui est très présent dans les métiers qu'on appelle les métiers STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, pour lesquels, pendant des siècles même, on croyait que c'était les hommes qui avaient le cerveau pour, et que les femmes étaient plus câblées pour les relations sociales et pour l'organisation du foyer, justement, de la vie domestique, chose qui continue à être crue, même au sein des milieux qui veulent réduire cet écart. Mais quand on propose des formations aux femmes, c'est toujours aux femmes qu'on demande de faire un travail supplémentaire, en plus de la discrimination qui existe historiquement envers elles, de travailler sur leur propre mental pour dépasser leurs croyances limitantes. Donc c'est quand même un travail supplémentaire qu'on doit faire pour justifier, alors qu'en fait, je n'ai jamais croisé une femme qui dit « je ne pense pas être compétente ». Les chiffres montrent qu'il n'y a pas de différence dans les compétences entre les filles et les garçons au cours des études. Ce qui se passe ensuite, c'est que les milieux sont hostiles pour les femmes. Et c'est vrai que c'est légitime de ne pas vouloir aller dans des lieux dans lesquels on ne se sent pas légitime. Ce n'est pas un travail que je dois faire sur ma propre mentalité. Il faut plutôt laisser les femmes tranquilles et demander en fait, exiger de ces milieux que ce soit des milieux qui ne sont pas genrés. Ça veut dire qu'ils soient ouverts et confortables d'une façon égale aux hommes et femmes et laisser les croyances des femmes travailler tranquillement sans que ça soit une charge supplémentaire. Il est doux de rêver. Il est doux de rêver. Sarah, les Françaises et les Français, vous leur avez posé la question, comment ça les fait réagir cet adage, quand on veut, on peut? Eh bien, ils sont énervés, ils sont furibards. Regarde, voilà les Français. Et s'il y a bien un domaine où la volonté ne suffit pas toujours, eh bien, c'est quand on parle de sport et de corps parfait. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on nous vend l'idée qu'en allant à la salle 3 fois par semaine, on pourrait toutes ressembler à Emrata et aux fit girls d'Instagram. C'est le fameux no pain, no gain, pas de souffrance, pas de résultat. En gros, il faut transpirer, se priver et se dépasser en permanence pour mériter un corps parfait. Allez dire ça aux femmes qui ont des gosses, un job à plein temps et qui doivent aussi s'occuper de leurs parents. C'est impossible. Et je ne suis pas la seule à le penser, vous allez voir, les Françaises aussi. Voilà. Ah oui. Là, c'est une dame, elle se réveille à 3h58 et direct, elle se prépare pour aller au sport. C'est pas possible, ça. Elle n'a pas d'enfant. C'est très, très morning. Très tôt.
Vous avez la même routine le matin? Non, il lui faut du sommeil, parce que là... Est-ce que vous pensez pouvoir faire ce qu'elle fait? Non, c'est un monde idéal, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Et si nous, les filles, on a bien compris que les réseaux sociaux étaient bien loin de notre réalité, les hommes, eux, ont encore un petit train de retard. Et moi, je fais pas de sport. J'ai pas le temps. Le matin, je dépose les enfants à l'école. La journée, je travaille. À 20h30, je suis épuisée. Peut-être on peut faire un peu de sport. Et après, on peut dormir. Peut-être. Voilà, non. Je fais du sport à 21h chez moi, au lieu de me reposer. C'est la solution. C'est ce que je fais, moi. C'est ce que je fais. Entendu, les filles, quand on veut, on peut. Allez, on se bouge. On fait des belles rencontres. Merci. Waouh, je l'adore. Non, mais j'avais une question, Abigail. On est d'accord, on n'est pas toutes égales. Moi, par exemple, après mes grossesses, j'ai repris le sport. Et à efforts égaux, avec ma meilleure amie qui venait d'accoucher, elle a plus perdu de poids que moi. Alors Ouais. pourquoi? Alors parce qu'en fait, Manque de bol peut-être dans la vie en général. Le hasard, Merci, toujours. Agathe. Mais en fait, le poids, comme la réponse à l'activité, à l'exercice physique, ces deux éléments sont en partie génétiquement déterminés. Alors, pour la réponse à l'exercice physique, on pense que la part génétique, elle est entre 30 et 80%. En général, quand la fourchette est aussi large, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose et qu'il y a beaucoup de facteurs qui influent. Et pour le poids, on sait qu'il y a plus de 1000 régions du génome humain qui ont été identifiées comme ayant une influence sur le poids. Génétiquement aussi, notre métabolisme n'est pas le même. Ça veut dire qu'on ne consomme pas tous les mêmes calories au repos. On ne récupère pas tous pareil au moment de l'effort. On ne dépense pas les mêmes calories aussi lors des efforts de la vie quotidienne. Anatomiquement, on n'a pas tous les mêmes fibres musculaires. On n'est pas tous programmés de la même façon pour l'endurance. Et puis, en fait, pareil, morphologiquement, on n'est pas tous faits pareil. On n'a pas la même structure osseuse. Mais comme il y a cette marge de progression qui est énorme, en fait, l'épigénétique compte aussi énormément. L'épigénétique, c'est donc tout ce qui est notre environnement. Notre hygiène de vie, la façon dont on va conduire sa vie, les efforts qu'on va faire. Et en fait, tout ça, ça peut jouer énormément. Et c'est plus intéressant de partir de son référentiel à soi plutôt de se comparer que de se comparer à des gens qui font des ultra-trails en tongs, par exemple. Moi, je ne peux pas faire autrement que de me comparer à mon mari qui donc perd 3 kilos en un running. Wow. Alors que moi, si je cours tous les jours, je ne vais pas perdre un gramme. Il est très beau. Peut-être je vais grossir même. Comment? Il est très beau, votre mari. Et je suis un peu jaloux. Oui, je comprends. Il est vraiment beau gosse. Ouais, c'est vrai. Vous croyez, là. Alors, rassurez-vous, surtout vous, ma petite Sarou. Dans un instant, c'est M. Tonkiné, notre chroniqueur, qui va être là et qui va nous proposer des exercices pour retrouver la ligne sans souffrir, des trucs qui marchent. Oui, Emeric, oui. Je confirme. Voilà. Merci Sama Karaki d'avoir été avec nous. Vous nous avez fait un bien fou ce matin. Voilà, merci beaucoup. J'aurais rappelé votre livre que je vous recommande vivement. Le talent est une fiction. Voilà de quoi vous déculpabiliser et tout à coup vous remettre à votre place et à votre juste place en étant heureux et épanoui. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. À bientôt, j'espère, sur ce plateau. Merci beaucoup, à bientôt. On va accueillir donc notre envoyé spécial bien-être qui sillonne la France à la recherche de solutions. Il est là avec son petit museau là, à chercher partout. Il passe de Champagne-Ardenne en Poitou-Charentes. Et puis ensuite, il se retrouve en Aquitaine. Et puis en haut des Pyrénées, c'est Arnaud Loquet. Vous pouvez m'appeler le grand reporter Vous n'êtes bien-être. pas trop crevé, non? Parce que J'en use des bornes. décalage horaire, là, Oh là là. entre les Pyrénées et les Hauts-de-France. Je change de semelle chaque semaine. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que je vous écoute depuis tout à l'heure démonter cette idée bien ancrée qu'on nous répète que quand on n'y arrive pas, c'est juste parce qu'on n'a pas assez voulu. Alors, ce qu'on a fait à la rédac, on s'est posé la question, on a envoyé Marianne, qui est allée rencontrer une femme qui, pendant des années, elle pensait justement qu'elle faisait tout comme il fallait. C'est-à-dire qu'elle était une grande chef d'entreprise, d'une carrière brillante. Elle avait complètement coché sa réussite professionnelle. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je pense que ça va parler à beaucoup de monde si vous nous regardez, c'est qu'à force de courir après cette réussite-là, elle s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'en fait, elle n'était pas heureuse. Elle est arrivée à 50 piges, elle s'est dit, en fait, ma vie, c'est pas ça. Elle a voulu tout arrêter, et elle a eu beaucoup de courage, c'est qu'elle a vendu ses 2 boîtes dans l'immobilier, elle a quitté le costume qu'elle avait bien parfait de chef d'entreprise, et elle s'est consacrée à une passion, je crois que ça va vous toucher particulièrement, vous, l'as du pinceau. Oh, tu parles. L'as voyez des les aquarelles. croûtes, ma Regardez derrière moi, c'est elle. Elle s'est consacrée à la Ah oui, peinture. ça, c'est Regardez. sublime, en revanche. Bonjour Sophie Simonet. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Où sommes-nous? Alors vous êtes dans mon atelier de peinture. C'est un endroit où je me sens bien et où je travaille beaucoup. Vous avez toujours été artiste peintre? Pas du tout. Et oui, car pendant des années, Sophie Simonet a essayé de répondre avec toute sa force au fameux « quand on veut, on peut ». Directrice générale adjointe d'une entreprise de promotion et de conseil immobilier, elle devient entrepreneuse à 30 ans.
elle crée sa première société, puis 2, puis 3. Vous donniez beaucoup de votre temps à votre travail ? Quand vous avez une quarantaine de personnes qui travaillent pour vous, c'est quand même extrêmement prenant. Et puis en plus, le conseil, c'est du temps. Mais la promotion, c'est du risque. Vous vivez bien cette vie professionnelle ultra stressante, on peut le dire ? Quand on est dans le tuyau, on ne se pose pas la question. J'essayais d'aller chercher en fait l'endroit où je me trouvais le mieux par rapport à mon besoin aussi de faire vivre une famille avec 4 enfants. En tant que chef d'entreprise, Sophie avance dans la vie avec une idée fixe, vouloir plus, travailler plus, réussir plus. Mais l'année de ses 50 ans, un événement vient tout bouleverser. J'ai accompagné ma fille à un cours de peinture. Et je sais pas, là j'ai eu un énorme déclic. Une espèce de lâcher-prise complet, de sentiment de bien-être. Et d'un seul coup, voilà, j'avais plus de problèmes, j'avais plus de salariés, j'avais plus d'affaires qui fonctionnaient mal. En fait, tout était... j'étais là, quoi, en fait. J'étais dans l'instant. Sophie réalise alors qu'elle a passé des années à vouloir réussir sans se demander ce qu'elle désirait vraiment. Une évidence s'impose, elle vend ses sociétés pour se consacrer à la peinture. Et à votre avis, pourquoi est-ce que ce changement de vie s'est fait à 50 ans ? Je pense que j'aurais pas pu le faire plus tôt parce que déjà financièrement c'était pas possible. Ensuite, les enfants devenaient grands, donc ça compte aussi. Et on peut pas le faire trop tard, comme c'est vraiment un parcours très long. Il faut avoir du temps devant soi. Pour démarrer un projet à zéro, vous ressentez pas le vieillissement, au contraire, vous avez toute l'énergie de la création et du démarrage. Au-delà de l'énergie et de la vitalité que lui apporte ce changement de vie, Sophie a fait une autre découverte. La peinture lui permet enfin de prendre le temps d'écouter ses émotions. Je suis quand même assez émotive et sensible, donc je suis dans l'observation et la maîtrise. Mais c'est beaucoup plus facile d'accepter ses émotions quand on est dans son atelier que quand on est dans sa boîte, quoi. Pourquoi c'est plus simple ? Là, c'est assez simple parce que vous pouvez vivre vraiment l'instant, quoi. Quand vous êtes dans un rendez-vous hyper important et que vous êtes envahi par des émotions, vous êtes obligé de dégager l'émotion au plus vite, quoi. Oui, de pas la vivre. De pas la vivre. Si je me promène dans la nature et que je suis effarée devant une plante que je connaissais pas, ça me donne une espèce d'envie débordante de faire quelque chose. Dans ces cas-là, je me laisse complètement guider et emporter et dépasser en fait par l'émotion. Pour voir où ça m'amène, en fait. Et ça vous amène où souvent ? Souvent, à des endroits auxquels je ne m'attendais pas, parce que je ne peux pas vous dire, par exemple, que le tableau qui est derrière moi, je l'ai imaginé comme ça une seule seconde. Et ça, c'est merveilleux. Ah oui, c'est merveilleux, c'est vrai. Quand on travaille comme je travaillais, on se consacre aussi à sa société, à ses salariés. On est énormément tourné vers les autres et on ne se pose pas tellement de questions sur ce qu'on ressent personnellement. On n'a pas le temps, quoi. Ouais. Et donc, en fait, la grande différence, c'est que là, j'ai plus de temps pour moi. Merci beaucoup, Sophie. Ravie de vous avoir reçue dans mon atelier. Je ne sais pas si vous avez entendu dans le sujet, ce que je trouve génial, c'est qu'elle dit, en accompagnant ma fille, je me suis rendu compte que j'étais là. Et je souhaite à tout le monde, sincèrement, de se trouver à un endroit et de se dire, OK, voilà, je suis fait pour ça. Et elle, on voit que c'est vraiment la peinture, ça la transcende. Hein. Donc c'est top. Et ce qui est hyper important aussi, c'est de se dire qu'elle n'a pas renoncé à la réussite. La réussite, ce n'était pas forcément la réussite professionnelle. Elle s'est redéfinie et elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle peint, elle ressent, elle ralentit. Elle n'a pas besoin de performance. Il n'y a pas d'injonction autour d'elle. Et je trouve que c'est une vraie leçon de lâcher prise. Par contre, ça éveille une question, Abigail. C'est que, est-ce qu'au final, le quand on veut, on peut, c'est pas une fuite en avant permanente, où au final, on n'arrive pas à apprécier ce moment simple, ce moment présent et être heureux à ce moment-là? Si, parce que quand on se répète ça en permanence et qu'on se fixe des objectifs toujours plus compliqués à atteindre, on est dans une logique en fait de manque, d'incomplétude, et puis on est toujours en train de différer le bonheur en se disant je serai heureux ou heureuse quand j'aurai, je sais pas, perdu 5 kilos, fait un marathon, réussi telle chose. Or, il y a un phénomène neurologique qui s'appelle l'adaptation hédonique. Ça veut dire que quand on réussit quelque chose, petit à petit, ça devient notre nouvelle norme et ça nous rend beaucoup moins heureux qu'au tout départ quand on vient juste d'accomplir la chose en question. Donc on risque en fait finalement de n'être jamais vraiment pleinement satisfait. Donc puisqu'on parle de volonté, peut-être que si on devait en avoir une seule et que finalement c'est peut-être un des défis les plus compliqués de l'existence, ce serait de savoir habiter le moment présent et de se dire que finalement ce qui est le plus important, c'est pas faire, mais juste être en pleine capacité d'être à l'instant présent, d'accueillir les émotions, d'accueillir ce qui nous arrive. Et ça, c'est quand même un objectif qui est presque plus difficile que de se mettre une to-do list très compliquée à réaliser.
Où est-ce que vous partez là maintenant Arnaud? J'allais vous proposer, je vous ramène un truc. Je pars en Auvergne, peut-être. Écoutez, n'hésitez pas. Oui, un petit bleu d'Auvergne, ça nous ferait plaisir avec Sarah. Hein Allez, voilà, mais bien choisi, hein, prenez pas le moins cher. On vous connaît. On connaît. Merci Arnaud. À demain, oui, parce qu'il fait des allers-retours. Il a son train, il revient ce soir. Il sera là demain, mon Dieu. Alors, quand on veut retrouver la ligne en douceur, on peut le faire grâce à notre kiné préféré. Aime ton kiné. Alors, évidemment, quand on a Émeric dans les parages, qu'est-ce qu'on fait? Des consultations. Allez, et donc, parti, qu'est-ce que j'ai fait au maquillage? Plutôt que avant de lui dire bonjour, tu veux pas regarder mon poignet, j'ai mal et tout. Il D'ailleurs, m'a faut que je prenne soigné. la carte vitale, on a oublié d'en parler, mais... Payant. Alors, elle a quoi Secret professionnel, je ne peux pas en Non, parler. je peux le dire, j'ai une tendinite du poignet. Non, c'est pas du tout ça, mais elle veut pas le dire. Si, c'est ça. La raison, c'est à cause de quoi, la tendinite? Bon, Émeric, on va revenir quand même à notre thème, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on assiste à une véritable quête du corps parfait. Ouais. Moi, je voudrais que vous nous expliquiez une bonne fois pour toutes pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de ça. Plusieurs raisons. La quête du corps parfait, le problème, c'est qu'on n'est jamais satisfait. Je connais très peu de personnes qui, en scrollant sur les réseaux, ont vu un physique, ont voulu l'atteindre et finissent par me dire 6 mois, 1 an après, ah c'est bon, je suis content, je suis satisfait, je me trouve aussi mec que je voulais, je me trouve aussi musclé que ce que j'ai pu voir. Oui, c'est sans fin en fait. C'est une quête sans fin. On va se trouver trop maigre alors qu'en réalité on a un poids normal ou pas assez musclé alors qu'on l'est déjà assez. Et ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber parce qu'aujourd'hui, les réseaux nous montrent des physiques de plus en plus impressionnants, difficiles à atteindre. Et aujourd'hui, avec l'IA, voire même des physiques qui ne sont plus du tout atteignables. C'est ça qui n'existe même pas, quoi. Donc le piège numéro 1, c'est de courir après quelque chose qui n'arrivera jamais. Ça va entraîner une fatigue parce qu'on va vouloir en faire toujours plus, mais aussi des blessures. Parce que pour faire toujours plus, le corps, à un moment donné, va atteindre une limite qu'il ne pourra pas dépasser. On va vouloir devenir plus maigre, on va développer des TCA. On va vouloir devenir plus musclé, on va développer des tendinites, et pas que au poignet. Donc il faut faire attention avec ces objectifs qui sont des fois irréalistes, mais des fois seulement pas atteignables. Et aussi, un dernier point, on n'a pas tous le même physique. Abigail, vous avez parlé de spécificité sur la manière dont on brûlait les calories, sur les dépenses énergétiques, mais aussi sur les insertions musculaires. Par exemple, si on prend une femme qui va vouloir développer son fessier, et bien selon l'endroit où son muscle fessier va s'insérer, elle va avoir un bassin qui visuellement va être plus ou moins large, un fessier qui de côté va descendre plus bas, donc va être moins bombé qu'un fessier qui serait inséré plus haut. Et donc même si on fait toutes les recommandations, ça ne signifie pas qu'on aura le physique qu'on veut. Et quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux, même si vous faites exactement la même chose que cette personne, il y a peu de chances que vous ayez le même physique. Voilà, donc ça, c'est dit. Et j'avais une question, Émeric, c'est-à-dire que si moi, je veux avoir votre corps, oui. Je ne vais pas y arriver. Génétiquement, je ne pourrai jamais être gaulé comme vous l'êtes. Alors, j'aimerais vous voir nu, mais pour d'autres... mais en effet, une personne qui... Oui, mais en effet, c'est inatteignable. Oublie. Pour vous donner d'idée, moi, je fais du rugby depuis que je suis gamin, je fais de la musculation et du renfort depuis une quinzaine d'années, donc je vais avoir des fibres musculaires, une alimentation, un sommeil. Donc déjà, il faudrait que vous ayez tout mon mode de vie. Et je suis pas sûr que ça vous plairait. Non. Donc l'idée, c'est toujours de se dire, on aimerait des fois avoir le physique de quelqu'un, mais on n'aimerait pas avoir son mode de vie. Mais malheureusement, l'un ne va pas sans l'autre. D'accord. On passe aux exercices, parce que j'ai promis des exercices qui font... Alors, on va regarder un peu. J'ai prévu des petits exercices et des poids pour mes collègues. Allez. Parce que je vais quand même pas faire... Oui, Sarah, oui, on va y aller. Je vous vois hésiter. Moi, je peux pas, je suis blessée. Aujourd'hui, j'ai choisi quand même des exercices assez complets qui vont permettre, lorsqu'on manque de temps, lorsqu'on manque d'énergie, avec un ou peu d'exercices, faire travailler énormément de choses. Regardez comme Mimili, il a un 5 kilos et nous, il nous a frôlé un 1 kilo. Mais c'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille. Donc ce que je voulais montrer, le premier exercice qui s'appelle un snatch ou un arraché, c'est le fait de prendre une charge, quelle qu'en soit la taille et la prise en main, au-dessus de la tête en une seule fois le plus rapidement possible. Mais on risque pas de se blesser, là, on peut faire. On risque pas de se blesser, évidemment, on prend une charge adaptée, mais en faisant ça, on va travailler les jambes, le dos, le gainage et le tronc. Si c'est trop difficile ou qu'on n'est pas assez souple, on peut descendre moins bas et remonter plus haut. L'idée, c'est toujours d'essayer d'adapter en fonction de ses gènes, de ses douleurs ou de son niveau, mais si on peut le faire complètement, ça permet d'avoir un travail global qui va être très efficace pour Là, on a tout là-dedans. On a le squat. Bah vous avez surtout la vue, mais en effet, sur ces exercices... Et c'est pas mal, croyez-moi, je suis bien placée. Évidemment, on pense à faire les deux bras, on peut en faire 5 d'un côté et ensuite enchaîner 5 de l'autre côté. Un deuxième exercice, pareil, très complet. Ça va être ce qu'on appelle un thruster. On va mettre le poids sur les épaules. Attendez, juste, comment on choisit le poids qui nous va?
C'est une bonne question. Moi, j'aime bien dire aux gens, déjà, faites-le avec une bouteille d'eau à la maison. D'accord. C'est entre 1 et 2 kilos, ça permet déjà de se rendre compte, est-ce que c'est facile ou pas. Si ça devient toujours trop facile, on peut monter. Trop facile, ça veut dire que je peux faire une vingtaine de répétitions, et ça plusieurs fois d'affilée. Comme ça évite de dépenser de l'argent pour rien. La bouteille d'eau, c'est facile d'accès. Si malgré tout, ça devient trop facile, là, on peut se dire, je vais acheter un petit poids dans un magasin lambda. Là, il y a 5 kilos, on peut monter comme ça gentiment. Parfait. Le deuxième exercice, on le met au niveau de l'épaule. On va descendre en squat. Donc ça, c'est classique, je vais montrer une fois. Et lorsqu'on remonte, on va pousser pour lever le poids au-dessus de la tête. Ça s'appelle un thruster. Avec quoi? On pousse avec l'énergie. Avec les jambes, on pousse et on utilise les pointes de pied. On pousse avec les muscles. Comme si on voulait sauter. Exactement. Là, une fois encore, si j'ai des douleurs, des gênes, je ne peux pas descendre, je peux descendre moins bas. Et là, je viens pousser au-dessus au niveau de la tête. Ce que je veux, c'est que ce soit explosif, c'est un coup de bassin. C'est vraiment ça qui est ça vous fait. En fait, moi, j'ai mal vu. Calmez-vous. Vous voyez comme ça me fait monter, c'est ça qui fait monter le poids. Et une fois encore, on fait les deux côtés. Nickel. Et on vient pousser. Il y a un petit côté Michael Jackson, je comprends pas trop. C'était pas ça que j'avais montré. Excusez-moi. Troisième exercice. C'est le plus beau jour de ma vie. Cette fois sans matériel. Donc là, on avait 2 exercices de renforcement assez complets qu'on peut toujours adapter. C'est normal, c'est le but. On peut enlever la chemise ou autre chose. On va faire un burpees. D'abord, je le montre. Le burpees, en théorie, il peut faire peur parce que c'est censé être ça. Je me mets au sol, je me relève et je fais un petit saut. Mais j'ai toujours des variantes pour tout le monde. Si c'est trop difficile, le plus facile, c'est je me penche un peu en avant, je me redresse. Plus je vais descendre, plus je vais augmenter la difficulté. Ensuite, je touche au sol, je me redresse. Si je vais un peu plus dur, c'est je me mets à genoux, je remonte et je me redresse. Et là, on commence à complexifier. Maintenant, je me mets en planche, je me relève Oh là et là, je me redresse. c'est Et comme ça, laborieux. on peut faire plein de choses différentes en fonction du niveau de chacun. Il y a certaines personnes qui ont plus de difficultés, d'autres qui ont plus de facilité. L'idée, c'est d'adapter. Mais en faisant ça, on a là 3 exercices complets pour travailler un peu de force globale des jambes et du haut, du cardio. Mais pas sa dignité. Tu demandes le peuple. Ok, ça marche. Stania, on est sur un petit problème de toxines. Mais Merci beaucoup, Émeric. On peut l'applaudir. On le retrouve, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux. Tout le monde le suit sur les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. Je vous le dis, je n'ai jamais vu des triceps comme ceux d'Émeric, parce que moi j'avais vu sur triceps, j'ai pas regardé autre chose. Je vous promets. Et là, les triceps, ça fait rêver, quoi. Alors, les réseaux sociaux, ça nous donne l'impression que le bonheur, c'est facile. Ça, à chaque fois qu'on scrolle, on se dit « Ah bah oui, en fait, c'est comme les ultra-trails. » Mais bien sûr que c'est accessible. Avec un peu de volonté, on peut tout être heureuse, comme ces femmes qui n'ont jamais de coup de mou. Est-ce que c'est bien réel? Stan a mené l'enquête. Ah, enfin, Stan ou ce qu'il en reste a mené l'enquête. Je vais faire de mon mieux. En fait, je vous le dis, je suis épuisé d'essayer d'aller bien. Regardez mon planning du bonheur. Je médite, je fais du journaling, je cultive la gratitude, je prends des douches froides, je parle à mon enfant intérieur, je bois du kéfir au réveil, j'écoute des podcasts sur la pleine conscience, et tout ça avant 9h du mat, car je pratique évidemment le Miracle Morning. Attends, juste le journaling. Comment dit-on? Non, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Eh ben, on écrit dans son journal intime. Ah, ça peut être être journaliste comme vous êtes et faire du journal. Non, pardon. Bien vu, C'était clair, journaling ou pas? Non. Voilà, bisous. C'est ma fête. En fait, le bonheur, c'est devenu un projet de développement personnel à plein temps. Une énième to-do list. C'est simple, je suis victime du grand mantra de notre époque. Quand on veut être heureux, on peut. Voilà, c'est dit. Et si t'es malheureux, c'est que tu respires mal ou que t'es pas assez positif. Ça, on l'entend souvent aussi. Sois positif. On a tout simplement banni les émotions négatives de nos vies. En 2026, t'as un coup de mou, il y a toujours un coach pour te proposer une méthode, un podcast, une retraite spirituelle, une pierre énergétique ou une citation convenue. Ça me tend à chaque fois du genre « travaille sur toi et tout ira mieux ». Abigail, vous êtes d'accord avec moi? À force de nous répéter quand on veut être heureux, on peut. Est-ce qu'on ne nous fait pas tout simplement culpabiliser encore plus quand on est malheureux? Si, absolument. Mais on peut se dire déjà que l'injonction au bonheur, c'est déjà quelque chose qui est assez questionnable. Mais faire peser le bonheur sur l'individu, c'est quelque chose d'extrêmement pratique parce que ça permet d'exempter les pouvoirs politiques de leurs responsabilités. Et ça permet aussi, en fait, dans une société très libérale, de nous faire consommer toujours des choses plus folles, des formations, acheter toujours des choses comme ça. Et en fait, on essaie de contrôler l'incontrôlable et finalement, on devient complètement irrationnel.
et on va verser dans la psychologie positive, dans la pensée magique, dans les lois de l'attraction, dans ce genre de choses. Alors vraiment, en général, oui, c'est vraiment pas une affaire uniquement individuelle, et on risque aussi de culpabiliser quand on va vraiment mal, parce que la vie est faite aussi d'accidents, on peut vivre des choses difficiles, et ça risque aussi de stigmatiser les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, ce qui arrivera la majorité d'entre nous au moins une fois dans la vie. Donc si on souffre d'anxiété, de dépression, de troubles de l'humeur, etc., eh bien ça risque de nous faire culpabiliser encore plus. Donc c'est pas une bonne chose. Je vous propose une solution miracle maintenant pour plus mettre la pression avec le quand on veut, on peut. Indice. Je ne veux pas travailler. Attention, nous allons parler de ma passion. Aïe, je me suis fait mal. On va parler du droit à la flemme, le droit de ne pas être dans la course à la performance. Et c'est la philosophe Sophie Galabru, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, mais pour la bonne cause, qui prêche cette belle parole. Sophie Galabru. Bon, voilà, vous êtes ma passion, elle le sait, je lui dis 1 milliard de fois. Sophie, ce matin, vous allez nous aider à réaliser quelque chose qui est devenu presque révolutionnaire en 2026. Ne rien faire, les gars. Pourquoi c'est devenu un acte militant ? Parce qu'on vit dans une époque qui exige de nous d'être complètement et tout le temps en action. Et alors, quand on n'est pas en train de travailler ou d'être occupé, il faut en plus réagir à la vidéo du jour, se positionner par rapport au débat de la semaine. Donc, on vit dans une ère du numérique et des réseaux sociaux qui implique une culture de la parole, mais une parole du commentaire ou alors du récit de vie, ce qui peut être intéressant, mais ce qui peut aussi parfois saturer un peu nos esprits. Et d'ailleurs, le nouveau job à la mode, c'est celui d'influenceur, on l'a vu, ou de créateur de contenu, ou développeur de posts Instagram. En tout cas, c'est une figure incontournable, il faut bien le dire, de nos cercles virtuels. Oui, on remplit le vide, parfois avec du vide aussi, quand même, il faut le dire. Est-ce que vous êtes d'accord de nous faire découvrir des penseurs qui vont nous autoriser à souffler un peu ? Qu'on soit certifié conforme si on ne fait rien. Il n'y a pas besoin d'être certifié conforme, mais c'est vrai que ça fait du bien d'être accompagné. Il y a un penseur, qui n'est pas des plus récents, mais tout de même, en 1880, Paul Lafargue fait paraître le droit à la paresse. C'est un petit texte qui est resté célèbre parce qu'il constate que nous sommes déjà dans une société fascinée par le travail, qui l'érige en religion morale. Et s'il réclame le droit de pouvoir travailler, il réclame aussi le droit de ne pas pouvoir être tout le temps producteur ou consommateur dans sa vie. Et donc pour lui, la paresse, c'est le fait de pouvoir jouir de soi-même, c'est d'accéder finalement à une simplicité que, je le cite, l'âge adulte excelle à compliquer. Ce qui est fou, c'est que ce texte de Paul Lafargue, donc, qui date de 1880, et pourtant on a l'impression qu'il parle de notre époque hyper connectée. Oui, c'est vrai. Et la particularité de notre époque, je trouve, c'est que même le repos doit être productif. C'est-à-dire que, comme ça a été dit, il faut regarder un podcast pour être quelqu'un qui apprend quelque chose, courir pour optimiser sa santé, méditer pour être performant ou plus puissant. Et finalement, le simple fait de suspendre une activité, de vagabonder dans la nature, de flâner dans les rues, de rêvasser, c'est devenu quelque chose qui est inaccessible, tant cela nous donne mauvaise conscience de n'avoir rien à raconter d'intéressant. Même de traîner au lit d'ailleurs. Absolument. C'est parce c'est vrai, en 2023, il y a une expression Internet qui fleurit, dont on reparle en ce moment, c'est le bed rotting. C'est le fait de pourrir au lit. L'image est quand même éloquente et très négative pour décrire le simple fait de traîner un peu dans son lit avec un plateau télé ou son téléphone. Ce qui est quand même ma passion de vie, je vous le dis tout de goût. Mais après, c'est vrai qu'on ne s'ennuie plus. Et les enfants ne s'ennuient plus. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Il faut le dire, c'est important de s'ennuyer parce que, vous le disiez fort joliment, on vagabonde. C'est ce moment-là où on crée, où on fait aussi peut-être un peu des points routes sur ce qui nous va moins. Alors, à contre-courant de cette obsession moderne pour la productivité, vous vouliez nous parler d'une femme qui revendiquait presque l'oisiveté comme un art de vivre. C'est Françoise Sagan. Oui, c'est la romancière Françoise Sagan que j'aime beaucoup, et pour ses romans, mais aussi parce qu'elle avait un art de vivre où elle acceptait, elle accueillait très volontiers. Elle le revendiquait. Elle revendiquait même d'être oisive, et elle écrivait de manière très jolie. Écoutez-la plutôt, il est très difficile d'être paresseux, parce que cela demande beaucoup d'imagination, assez d'imagination pour ne rien faire, mais aussi assez de confiance en soi pour ne pas avoir mauvaise conscience de ne rien faire. Et enfin, un grand goût pour la vie, pour que chaque minute qui passe suffise en elle-même et que l'on ne soit pas toujours en train de se dire « je fais ceci ou cela ». Et donc je pense qu'avec elle, nous devrions cultiver l'imagination, la confiance en soi, un grand goût de vivre pour se laisser aller à
Regarder les nuages, rire avec son enfant, écrire ses petites pensées du jour, regarder un film et surtout sans rien en dire à personne. Voilà, c'est ça. Et ce que vous décrivez, c'est la liberté, en fait. Eh oui. Voilà, donc c'est quand même très important. Merci Sophie Galabru. Vous faites du bien, décidément. Chaque fois que vous venez... Ben voilà, on fait une émission de bien-être avec Sophie Galabru. On est mieux après. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, on s'est quitté sur de très belles phrases et sur une très belle idée de la liberté grâce à ces grands penseurs. On se retrouve demain à 9h55 pour essayer d'aller de mieux en mieux. Merci à notre public, merci à toute l'équipe. Sarah, Abigail, Stan, bien sûr. Et ses muscles. Emeric, à demain. Bonne journée sur France 2.